truc. Quel titre encombrant, je dirais même embarrassant. D'où sort-il ce titre? Eh bien, à n'en pas douter, première version. D'une précipitation joyeuse et insouciante qui s'empare des cliniciens du RPH lorsque l'ouverture aux interventions pour le prochain colloque est ouverte. En clair, non, ça va, merci. Et je ne vais pas poursuivre plus avant en me cachant dans la foule des cliniciens du RPH, je vais parler en mon nom. En clair, le désir d'en être m'émoustille, et d'en être de la manière la plus jaculatoire qui soit par ce don du titre pour ce temps du colloque à venir, quasiment 9 mois. Bon, je blague. 6 mois tout au plus, mais il est vrai qu'il s'agit d'une véritable gestation. Entre ce titre que je donne aux autres et ce moment précis où j'ai à vous en faire de vive voix l'articulation avec le thème de la journée, les béatitudes m'abandonnent à la seule conséquence d'assumer ce désir de parler à partir de « c'est quoi ce truc ?» Au moment où j'ai écrit ces lignes, je suppose qu'à truc, j'en mets ma tête à couper, vous n'aurez plus aucune peine à lui retirer son capuchon ou son chaperon et reconnaître que c'est le phallus imaginaire. Tout comme je fais également le pari, et là c'est ma main que je mets à couper, que vous savez que ce premier temps de l'Oedipe a trait à cette relation que l'enfant tente de nouer avec ce désir de la mère. Pour lui, la question serait plutôt « c'est quoi son truc ?» Le phallus. L'objet phallique qui, chez Freud, nous dit Lacan, a la place centrale dans l'économie libidinale, chez l'homme comme chez la femme. Or, cet objet qui constitue le point pivot de la théorie freudienne, certes, incontesté dans notre école psychanalytique, le RPH, vous vous en serez certainement aperçu au cours des interventions, cet objet est cependant toujours contesté et même vilipendé, notamment par des femmes, mais pas uniquement. Un des embarras pour moi d'avoir à vous parler à partir de ce titre est que, précisément, il constitue ce point éminemment central de la clinique psychanalytique, mais aussi un point au mieux éminemment méconnu et au pire violemment moqué dans nos sociétés. C'est là qu'il y a la deuxième version de ce titre, parce qu'elle m'est venue très tardivement au moment où j'écrivais. Concernant cette méconnaissance de ce phallus imaginaire, et notamment ce phallus qui prend la forme d'un enfant qu'on voudrait du père. Je vais vous parler de mon petit cas personnel, vous allez m'en excuser, mais c'était au moment où j'attendais mon tout premier enfant. J'étais à quelques encablures d'accoucher et j'ai fait un rêve. Et ce rêve, c'était vraiment le rêve d'un fantasme, parce que je me voyais, j'étais l'observatrice et en même temps l'actrice. Et donc j'accouchais, et c'était assez statique, et des mains saisissaient cet enfant, et cet enfant avait la forme d'un chat persan magnifique, bleu, très beau, et quand je me suis réveillée, ma phrase c'est quoi ce truc? Et ce truc m'est apparu beaucoup plus tard, et je n'ai à vous donner pour percer, n'est-ce pas, ce mystère du rêve, que dans mon nom patronymique de jeune fille, le nom que j'ai eu de mon père, on trouve le signifiant chat et le signifiant roi. Donc voilà. J'étais donc bien concernée par cet embarras-là qui venait vraiment d'un autre âge. Mais donc, cet objet phallique, c'est un dogme. Oui. Mais je vous prie de ne pas entendre ce mot dans son acception péjorative. C'est-à-dire qui évoque une opinion devenue certitude et qui s'imposerait comme une vérité indiscutable. Non. C'est un dogme au sens où Joseph de Maistre en pose les frontières dans son ouvrage Considérations sur la France, qui remonte à 1810. Je le cite. Si jamais le christianisme n'avait été attaqué, jamais il n'aurait écrit pour fixer le dogme. Mais jamais aussi
le dogme n'a été fixé par écrit que parce qu'il existait antérieurement dans son état naturel, qui est celui de parole. Phallus, prima du phallus, phallus imaginaire, phallus symbolique, cet objet qui manque, qui marque aussi bien la présence que l'absence. C'est donc un dogme, une doctrine psychanalytique. Et il me semble important de rappeler ce qui, pour la psychanalyse, fixe le dogme. Partir des faits de notre présent m'offre l'occasion de démontrer l'état naturel, la parole de cette doctrine, fût-ce en usant de ce qui, toujours, tente de la dénier. Et de fait, notre actualité automnale est particulièrement riche en démonstrations de ce que cet objet imaginaire est toujours tout à la fois dénoncé et convoité. Un pénis Nilde illustré à l'usage des cohortes de sceptiques en quelque sorte. Et en introduction à ce truc, ce phallus imaginaire de cet acte 1 de l'Édipe, je vous propose d'aller sur ces traces, ces empreintes, ces ombres dont notre quotidien regorge. Ainsi, de cette écriture dite inclusive. Pour la prononciation, on ne sait pas encore ce qu'elle donnera. Cette écriture inclusive qui défraie nos chroniques et qui monte au créneau de cette règle grammaticale infâme qui veut que le masculin l'emporte sur le féminin. Bien sûr, ici, il s'agit de genres grammaticaux. Peu importe, c'en est trop. Alors on nous propose des graphies étonnantes et confondantes, allant dans ce même sens d'un et visible. Comme si l'absence était la preuve d'une infériorité, d'une inexistence, d'une humiliation, d'un dam, ou pire, d'une mutilation. Et d'autres règles, dont celle-là de l'accord en fonction de la proximité qui nous autoriserait à écrire les hommes et les femmes sont belles, sont même prônées. Qu'on se le dise, le genre féminin ne sera plus dominé par le genre masculin. Il sera son égal, tout au moins en visibilité. La visibilité, cette règle favorite des affidés, du voir pour croire, de l'être vu pour exister, du furieux désir de reconnaissance qui là-bas est belle aux femmes, notamment leur épargnant cette douloureuse reconnaissance du désir d'un pénis. À ce propos, voici ce qu'en dit Lacan en 1956. Ce phallus a un rôle si décisif que sa nostalgie, comme sa présence ou son instance dans l'imaginaire, se trouve, semble-t-il, plus importante encore pour les membres de l'humanité auxquels il manque le corrélat réel, à savoir les femmes. Aujourd'hui, en 2017, on en est encore à se demander si la règle grammaticale du neutre masculin ne serait pas à l'origine des harcèlements et viols dont les dénonciations pleuvent en ce moment un peu partout dans le monde. On peut toutefois raisonnablement en douter, car, ne serait-ce que pour les anglophones, ils n'ont pas de tels problèmes d'accord avec leurs adjectifs. Et l'humour nous concède même le droit de revendiquer soit l'égalité des sexes au motif qu'une femme trône aussi dans cette galerie de portraits de harceleurs, ou à l'inverse, nous donne le droit de mettre en doute cette preuve d'une parfaite égalité entre les hommes et les femmes, puisqu'il n'y en a qu'une parmi tant. Donc l'égalité là est sérieuse, sévèrement grevée. Voici ce que je pouvais vous trouver dans notre quotidien le plus récent, comme illustration de ce dogme psychanalytique du phallus imaginaire et de ses effets dans la vie au quotidien des êtres parlants qui n'en veulent rien savoir. On le voit, cette place centrale du phallus ne va guère de soi en dehors de la psychanalyse, ce qui est fort dommageable pour l'ensemble des êtres humains, car c'est pourtant autour d'elle, de cette place centrale, que s'articulent tous les développements de l'absence, de la présence, de l'être, de l'avoir, du complexe d'Édipe et de son ressort, le complexe de castration. Au cours de mes lectures, des textes freudiens pour commencer, pour préparer cette intervention, j'ai trouvé cette phrase dans la 33e leçon intitulée « La féminité », donc chez Freud. Il semble que chez elle, la petite fille, tous les actes onaniques se déroulent au niveau de cet équivalent du pénis. Le vagin, qui est proprement féminin, étant encore non découvert par les deux sexes.
N'est-ce pas toujours ce qui s'illustre dans ces dénonciations ou ces revendications d'une supériorité masculine? L'ignorance du vagin. Ignoré parce que l'envie du pénis est toujours là, ou bien dans un inversant miroir parce que la menace de castration est toujours là. Le vagin est ignoré car pas visible. En revanche, ce qui va sauter aux yeux de la petite fille, c'est que son clitoris ne fait pas le poids face au pénis. Pour le sujet qui nous occupe depuis ce matin, cette reconnaissance par la femme de sa castration imaginaire et par là même de la supériorité de l'homme et de sa propre infériorité à scène Freud, va avoir des conséquences, notamment le long de ce terme-là pour une femme, le devenir mère. Pour la fille, il va lui falloir passer par des renoncements successifs, renoncement au clitoris et à l'objet premier, la mère, lesquels renoncements seront plus ou moins bien surmontés, et qui, quelques années plus tard, vont se retrouver au cœur même de ce désir d'enfant, pour des motifs esquissés durant cette période du complexe d'Édipe. Dans cette même nouvelle leçon 33e du nom, Freud se fait encore plus précis sur cette question du phallus. Voici ce qu'il écrit. Cela veut donc dire que, par la découverte de l'absence de pénis, la femme est dévalorisée, pour la fille comme pour le garçon. Cette dévalorisation de la femme aux yeux de la petite fille fait pleinement partie du dogme psychanalytique et est vérifiable à tout instant dans la clinique avec les femmes, jeunes et moins jeunes. Je n'aime pas travailler avec les femmes. J'ai plus d'amis garçons, ils sont moins chiants, etc., etc. Voilà, des formules récurrentes. Mais dans cet acte premier, ce premier temps de l'Édipe auquel nous vous avons conviés aujourd'hui, la femme n'est pas dévalorisée, loin de là. Nous avons affaire à cette trinité imaginaire du phallus, de l'enfant et de la mère. Le phallus est donc ce désir de la mère que l'enfant travaille à repérer, car il a ce désir du désir de la mère. Il faut compléter ce tableau d'un autre terme, celui de la loi de la mère, que Lacan qualifie d'incontrôlée, et qui est tout entière dans le sujet qui la supporte, à savoir le bon ou le mauvais vouloir de la mère, la bonne ou la mauvaise mère. Je pense que l'intervention de Féroze nous illustre un petit peu cette loi incontrôlée de la mère à laquelle Hawa est confrontée. Cette affaire de loi incontrôlée, son bon ou son mauvais vouloir à la mère, qui se rit des ordonnés et des interdits, la clinique psychanalytique en connaît les assauts et les effets bien des années après que cet acte premier se soit déroulé. L'actualité m'a apporté quelque chose un petit peu complémentaire de ces temps tardifs d'attachement à la mère qu'on retrouve aussi bien chez les hommes. Le Figaro littéraire de jeudi dernier, 16 novembre, consacre un dossier aux amours secrètes des écrivains. 3 écrivains, Camus, Solers et Claudel, ont aimé passionnément, chacun, une femme muse qui ne fut pas leur épouse. Cette muse, cette complice, leur offre de vivre à nouveau cet acte premier d'un désir d'être désir de cette mère, de revivre un amour expurgé de toute réalité, de toute contingence. Ainsi, Camus écrit à Maria Casares, sa muse, que son désir le plus vrai et le plus instinctif serait qu'aucun homme après moi ne porte plus la main sur toi. Je sais que cela n'est pas possible, heureusement pour lui. Quant à Solers, il écrit à Dominique Rollin, sa muse, de 23 ans, son aîné. Il écrit ceci: « L'aventure, ça a été de sortir l'un de l'autre de nos cercles infernaux, entre parenthèses, familiaux, reproductifs. » Et Claudel reconnaîtra dans ses mémoires improvisés que cet amour pour Rosalie Vetch fut vécu comme la passion génératrice de toutes les autres. Donc voilà un premier temps de Lacan, le temps où pour l'enfant, la mère a ce désir d'autre chose, et où il se fait phallus, désir de désir pour sa mère, pour la satisfaire. Le temps de l'appétition pour l'enfant, nous dit Lacan. Il ne s'agit pas simplement de l'appétition, des soins, du contact, voire de la présence de la mère, mais de l'appétition de son désir. Il y a chez elle le désir d'autre chose que de satisfaire mon désir à moi
qui commence à palpiter à la vie. Moi, l'enfant. Comment une femme en arrive-t-elle à ce désir de devenir mère? C'est une question loin d'être anodine pour les 3 actes qui vont nous intéresser jusqu'en novembre 2018. Qui l'ouvre, cette femme, à ce désir d'enfant? Est-ce le temps et ces heures qui, de propices qu'elles furent, se font désormais ennemis? Est-ce le désir de l'autre, de son couple? Je laisse entendre que ce serait soit la peur de ne plus pouvoir être enceinte, soit l'amour de l'autre avec qui elle vit. La première hypothèse laisse entrevoir la marque d'un imaginaire qui ferait loi incontrôlée. La seconde, la reconnaissance d'un désir qui fait loi également, mais avec des issues plus symbolisables. Enfin, je finirai par une anticipation avec l'entrée en scène du phallus symbolique, dont Lacan nous informe en 1957 dans ce séminaire Relation d'objet, la relation d'objet. Ce phallus, la femme ne l'a pas symboliquement. Mais n'avoir pas le phallus symboliquement, c'est en participer à titre d'absence. C'est donc l'avoir en quelque sorte. C'est en tant que la fille n'a pas le phallus, c'est-à-dire en tant qu'elle l'a sur le plan symbolique. C'est en tant qu'elle entre dans la dialectique symbolique d'avoir ou de n'avoir pas le phallus. C'est par là qu'elle entre dans la relation ordonnée et symbolisée qu'est la différenciation des sexes. Relation interhumaine assumée, disciplinée, typifiée, ordonnée, frappée d'interdits, marquée par exemple de la structure fondamentale de la loi de l'inceste. Ce phallus symbolique, par son absence, inscrit la fille, future femme, dans la loi humaine, et par là même l'extirpe de l'infériorité ressentie sur le plan imaginaire. Je vous remercie.